Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du Balado Voix, un balado sur ma voix, ma santé et mon métier. Je suis Ingrid Vardogt, professeure à l'Université de Montréal et hôte de ce balado, et je suis là avec Krishna Martineau, enseignante. Bonjour Krishna. Bonjour, ça va bien? Oui, super bien. Toi? Un peu enrhumée, mais ça va bien. On a aussi Anne-Marie Vachon avec nous, orthophoniste. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Ingrid. On est de retour pour parler de la voix. C'est le sujet principal de ce balado. L'épisode dernier, on a abordé la magie de la voix, on a abordé la complexité du geste vocal, et au vu de cette complexité, on se dit qu'aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur tout ce qui peut mal se passer avec notre voix. Donc, le titre de l'épisode, c'est « Quand ma voix ne va pas ». Et j'aurais voulu commencer par te solliciter, toi, Krishna, parce que tu nous avais un petit peu touché un mot lors du dernier épisode sur tes propres problèmes de voix. Donc, toi, tu as vécu des problèmes de voix à un moment donné. Est-ce que tu voudrais nous en dire plus? Oui. Certainement. Dans le fond, comme enseignante, là, je suis rendue à ma 8e année d'enseignement. Puis ça m'est arrivé peut-être 3 fois là, durant ma carrière où il y a eu des journées où j'étais enrhumée, puis j'ai perdu la voix. Donc, j'étais pas en mesure là, de m'exprimer de la même façon que je l'aurais souhaité. Donc, il y a vraiment une extinction de voix là, complète. Donc, ça commençait souvent par un petit rhume, puis là, la voix qui écorche un peu, puis par finalement plus être capable de parler. Donc, ces journées-là, ça a été quand même assez complexe. Ça m'a demandé soit de m'absenter, donc tout simplement. Sinon, c'était d'être à l'école peut-être après 2 ou 3 jours là, de repos, puis de m'adapter, de changer un peu ma méthode là, d'enseignement, autant avec les élèves, puis dans mon organisation de classe, là, donc de limiter autant que possible la parole, tout simplement dans les consignes. Donc, ce que je faisais beaucoup, c'était de trouver des petits trucs, là, de lever la main quand j'avais à dire des choses ou d'écrire à l'ordinateur, puis un élève qui lisait pour moi. Donc, c'était de trouver des moyens comme ça là, d'ajuster mon enseignement pour que ça soit fonctionnel dans la journée. Est-ce que tu reconnais, Anne-Marie, en tant qu'orthophoniste, ce que Krishna raconte ici? Oui, certainement. C'est toujours ça commence par quelques fois, hein. Les difficultés de voix, souvent on se dit c'est pas grave, ça va revenir. Fait que tu sais, on raconte ici que tu sais, Krishna, tu disais ça m'est arrivé quelques fois, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment d'identifier. Donc, est-ce que c'est quelques fois ou justement à récurrence, hein, tu sais. Je me souviens, à un moment donné, on disait que c'était quand ça revenait de façon récurrente là qu'il fallait identifier que c'était vraiment un problème, mais c'est même avant ça, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Oui, c'est quelque chose là, Krishna, que t'es pas la seule enseignante, surtout pas en début de carrière, qui a vécu ça et qui va vivre ça, là. Le balado, il s'adresse justement aux professionnels de l'éducation et de la petite enfance, parce que c'est vraiment connu que ce sont des personnes qui sont le plus à risque de développer des troubles de la voix. Et est-ce que vous avez une idée de c'est quoi le risque d'une personne de ces milieux-là de développer un trouble de la voix par rapport à une personne qui va travailler dans un magasin, par exemple, un autre endroit? Est-ce que vous lancez dans une estimation? On a combien de risques de plus de développer un trouble de la voix si on est enseignant, par exemple? Ça doit être beaucoup plus. Je veux dire, on utilise beaucoup la voix tous les jours, là. Je pense quand même que, comme on avait parlé un peu, un outil de travail, là, comme enseignant, d'utiliser sa voix. Combien de fois de plus t'es à risque? Je sais pas, 2 fois plus que les autres. Allez, Anne-Marie, toi. Moi, c'est ça, j'aurais dit au moins 3 fois plus, 2 à 3 fois plus, mais je pense que c'est plus, là, mais en tout cas, j'aurais dit au moins 3 fois. C'est ça. Il y a une étude nord-américaine, pas au Canada spécifiquement, on n'a pas ces chiffres-là pour le Canada, mais cette étude-là, elle nous dit 4,6 fois, donc 4,6 fois plus à risque. Et il y a des études qui s'intéressent aussi à combien de pourcents des enseignants vont développer un trouble de la voix au cours de leur carrière.
et on va voir des chiffres jusqu'à 50%. Donc 50% des enseignants qui vont à un moment donné ou l'autre dans leur carrière développer un trouble de la voix. Donc t'es pas toute seule, c'est exactement vrai ce que dit Anne-Marie. Est-ce que d'ailleurs ça vous tente d'écouter le témoignage d'une autre enseignante qu'on a déjà entendue dans un podcast précédent justement, et qui nous parle de comment elle a vécu son trouble? Oui, allons-y. Alors c'est parti. Je dirais que c'est arrivé dans mes premières années d'enseignement, fait que ça remonte à très longtemps là, quand même. J'ai commencé à sentir une fatigue vocale quand j'enseignais à chaque jour. Puis même que ma voix elle devenait de plus en plus enrouée jusqu'à avoir une voix qui casse. Donc, parfois, j'essayais de dire un mot, mais ça faisait une rupture, soit en début de mot ou une rupture du son. Puis souvent, c'était lorsque je commençais un mot ou une phrase. Puis après ça a commencé à être à n'importe quel moment au milieu d'un mot. Fait que ça devenait de plus en plus difficile là, de parler. Et je me suis ramassée aussi avec une aphonie complète. Donc, j'étais plus capable de parler là, pendant un certain temps. Fait que ça, c'est ce que j'ai vécu. Puis les difficultés qui étaient associées aussi, j'avais comme de la douleur laryngée puis des brûlures. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça n'allait plus avec la voix. Puis je te dirais que c'est arrivé là, dans un délai de 6 mois là, environ. Là, tout ça s'est mis à dégringoler, puis jusqu'à une aphonie. Là. Mais ça n'a pas duré longtemps, là, l'aphonie, par contre. La perte de la voix. Là. Ah, c'est ma crainte. Mais je pense pas être autant à risque. C'est sûr que on va en parler un petit peu plus de comment faire attention à notre voix. Mais de se dire qu'on peut pas enseigner puis que ça soit des choses qui arrivent sans qu'on le veuille aussi. Donc elle, quand elle disait là, que les mots elle pouvait pas les dire ou que ça brisait là, sa voix qui casse, ça fait peur. Moi, en tout cas, ça m'inquiéterait là, d'être guettée là, par ça. Mm-hmm. Puis moi, souvent, Krishna, dans ma pratique, je compare les enseignants à des athlètes. Hein? Puis tu sais, souvent, je leur dis, est-ce que tu continuerais à t'entraîner sans être préparé? Est-ce que tu continuerais à travailler sur une douleur dans laquelle t'es pas confortable ou dans un, tu sais, pas juste une douleur, là, mais on va plutôt dire peut-être un inconfort. Hein? Est-ce que tu continueras à t'entraîner avec un inconfort qui est inhabituel, pas juste parce que tu sais, j'ai travaillé très très fort, puis là je le sais que le lendemain, tu sais, mes jambes vont avoir un petit peu plus mal parce que j'ai couru. Non, puis ça va se rétablir. Non, c'est vraiment une notion de j'ai besoin de préparer ma voix, d'être consciente de comment j'utilise mes muscles exactement comme quand on le fait pour une activité là. Tu sais, moi souvent je leur fais cette analogie-là. C'est pas parfait comme analogie, mais je trouve que ça travaille bien leur reconnaissance du problème. Que, tu sais, souvent, quand on se rend là, l'enseignante qu'on vient d'entendre, a dit, jusqu'à l'aphonie. Mais moi, je leur dis, quand il y a eu une période d'aphonie, c'est vraiment, il est arrivé quelque chose. C'est pas normal de vivre une période d'aphonie, là. Donc, c'est à la base, à l'avant-plan, là, tu sais. En aval qu'il faut se préparer. Et aphonie, si on reprend juste le terme pour clarifier, aphonie, donc absence de phonation, c'est quand on est vraiment plus capable de produire de la voix. Puis toi, tu dis, Krishna, ça me fait peur, mais est-ce que, toi, Anne-Marie, tu dis, il faut pas en arriver jusque-là, mais est-ce que on peut rester aphone pour le reste de sa vie? Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur de se dire, oh mon Dieu, je pourrais perdre ma voix? Est-ce qu'on peut la perdre pour toujours? Si on fait rien, on pourrait perdre la voix. Tu sais, dans le premier épisode, on a beaucoup parlé de l'identité, hein, tu sais, de la couleur que ça nous donnait. C'est sûr que si on dit, est-ce que je peux perdre ma voix? Oui, je peux perdre ma voix. Est-ce que tu vas perdre la voix complètement pour toujours? Probablement pas, mais oui, tu vas perdre ta voix. Mais l'aspect que je dis là, qui me fait peur, moi, c'est de perdre momentanément, de dire que j'ai été là, des fois 2 jours sans voix ou presque pas de voix. Puis ça demande beaucoup d'ajustements. Puis je trouve justement que ton analogie de sport, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on se rejoint là-dessus.
je le comprends bien avec le sport, mais on dirait que mes cordes vocales, je les connais moins bien, donc je saurais pas trop comment les entraîner. Puis tu sais, pour le sport, pour le vélo, je sais, ça me prend des jours de repos, je dois mettre ça en place, je dois faire tel entraînement. Mais la voix, ça me reste un peu plus inconnu, si on veut. Moi, j'ai envie de vous faire écouter le docteur Gagnon quand il nous parle exactement de ce que vous parlez du fait que l'utilisation vocale, surtout chez les enseignants, c'est du sport de haut niveau. Est-ce que ça vous tente? Bien sûr. Ce qui va créer de la douleur, c'est toute la musculature qui est autour, qu'on surutilise ou il y a abuse et misuse. On peut faire des abus, mais on peut également mal utiliser. Et souvent, quand on a une douleur lorsqu'on parle, c'est qu'on utilise de façon claire une musculature de façon inefficiente ou inadéquate ou inappropriée. Et si vous demandez à un muscle de faire une fonction pour laquelle il n'est pas construit ou fait, puis là, on parle de tous les muscles paralaryngés, les muscles cervicaux, des fois, on va voir des patients qui sont en clinique, puis on voit leurs muscles dans leur cou qui travaillent parce qu'ils ont un mauvais appui respiratoire et qui ont toujours fait ça. Puis, finalement, ils nous disent, j'ai de la douleur. Quand j'arrive en fin de journée, je suis fatigué, ma voix se détériore à ce moment-là. Ben, tout simplement parce que les muscles paralaryngés ne sont pas faits pour faire le travail que vous leur demandez. Puis, ils deviennent fatigués, douloureux. Essayez de courir un 10 km tous les jours. À un moment donné, vous allez avoir mal aux cuisses et aux mollets. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous entendez, il parle de kilomètres et quelque chose que moi je trouve amusant ou impressionnant, c'est que en fait on peut calculer le nombre de kilomètres que des plis vocaux parcourent par jour. Donc on a parlé lors du premier épisode de l'appareil vocal, de la production de la voix. Donc, on a parlé des cordes vocales. Un autre mot pour les cordes vocales, c'est les plis vocaux. C'est celui que je viens d'utiliser parce qu'en fait, ça ressemble à des petits plis. En fait, c'est des muscles. C'est deux petits muscles qui vibrent. Et dans leur vibration, ils se rapprochent et puis ils s'écartent les uns des autres. Et donc, il existe des moyens d'aller quantifier la distance que ces plis vocaux parcourent. On peut se rendre compte du surplus d'utilisation vocale que font les enseignants par rapport à d'autres professionnels. Un peu comme l'usure, si on veut, là. Oui, on peut calculer une dose vocale. Donc, c'est quoi la dose vocale par jour? Et la dose vocale d'un enseignant est à peu près le double dans une journée d'enseignement qu'elle va être dans une journée normale pour une personne qui n'a pas un métier vocal. Et ça va aller jusqu'à 5 kilomètres de distance parcourue chez les enseignants, comparativement à peut-être 3 kilomètres chez des personnes qui vont avoir un autre type de métier. Donc c'est un tiers, plus qu'un tiers en plus. Et on peut calculer aussi le nombre de fois que les plis vocaux s'entrechoquent. Donc les cordes vocales, elles vibrent, mais chaque fois elles viennent se frapper l'une contre l'autre. De nouveau, une petite devinette. Combien de fois vous pensez que c'est possible que les plis vocaux des enseignants, des personnes, des éducatrices s'entrechoquent par jour quand ces personnes sont un jour de travail? On peut sortir notre calculatrice? Parce que tu nous as dit 5 km, on pourrait prendre une fréquence fondamentale qui nous dirait le nombre de vibrations secondes. Une fréquence fondamentale, 250 à peu près chez une femme, par exemple. Krishna, t'es bonne, sors la calculatrice, allez go, on y va. Non, mais si on calcule, tu sais, si on se dit ça, alors ça va en millions, là. Exact. De contacts. On est proche de 2 millions de 2 millions d'entrechoquements des plis vocaux. J'essaie de voir dans ma tête c'est combien pour un mot, pour une minute de parole, j'ai aucune idée ça représente combien. Donc sur le 5 km, j'en doute pas que c'est vraiment élevé. Oui, c'est vraiment élevé. Donc il y a comme cette partie, d'une part, oui, l'usure, comme tu disais, Krishna, toi, c'est l'usure parce qu'effectivement, quand tu frappes des choses l'une contre l'autre, même si tu frappes pas fort, ça finit par s'user. Si tu laisses pas guérir si t'as pas des moments pour laisser reposer, guérir les tissus. Et puis, il y a ces douleurs musculaires où on entendait le docteur Gagnon qui disait c'est pas tant les plis vocaux en eux-mêmes, mais c'est toute la musculature qui est autour et qui vient travailler. Ce que toi, tu
tu l'expliques comme ça aussi, cette douleur qui est associée aux troubles de la voix, Anne-Marie. Oui, puis je l'ai, tu sais, exactement, on comprend que, tu sais, c'est pas juste les plis vocaux qui travaillent en soi, c'est vraiment l'ensemble. Puis moi, j'aime bien aussi leur dire justement leur nombre de kilomètres approximatifs, tu sais, quand on est un enseignant. Et puis, dans mon bureau, j'ai la chance d'avoir, tu sais, un modèle de larynx. Puis j'aime beaucoup leur dire, avec ces muscles de cette grandeur-là, tu sais, des plis vocaux, là, c'est petit comparativement à, par exemple, on pourrait dire nos muscles des jambes, hein? Donc, courir 5 kilomètres, c'est déjà exigeant pour certaines personnes, là, pour certaines moins, mais en tout cas, vous comprenez que pour 5 kilomètres avec nos jambes, c'est quelque chose. Mais 5 kilomètres avec nos minuscules muscles vocaux, c'est vraiment beaucoup. Moi, c'est vraiment ça que je leur image. Puis après ça, je leur dis, ben, c'est ça justement, c'est que ces muscles-là ont besoin de support, donc ils vont chercher l'ensemble des muscles. Et puis c'est là que entre l'hypercontraction, l'hypersollicitation des muscles cervicaux, des trapèzes, tu sais, même à la limite des muscles de la mâchoire là pour venir compenser d'autres problématiques. Mais c'est vraiment moi, c'est vraiment ça que j'explique. Puis là, je pense que l'image leur frappe là, quand ils voient la grandeur de leurs plis vocaux. Puis, je fais 5 kilomètres avec ça, tu sais. Je trouve que l'image est frappante, là. Ben moi, je sais que cette année, j'ai eu la chance d'avoir un contrat en éducation physique et un contrat en classe. Puis je la vois, la différence. Là, les journées en éducation physique où je suis dans le gymnase ou à l'extérieur, je suis vraiment plus fatiguée. Puis fatiguée de la voix, mais fatiguée de tout mon corps. On dirait que c'est beaucoup plus exigeant, puis je me rends compte que ma voix est pas la même dans le gymnase, puis la portée est pas la même non plus. Tandis que dans la classe, j'ai mis en place des choses, puis j'ai pas à forcer autant ma voix, puis les élèves peuvent m'écouter comme quand je parle pas très fort, puis ils vont m'entendre parce que le contexte est différent, donc le lieu est différent. Mais j'ai vu la différence cette année, là, je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer, de me dire j'ai des collègues là, qui sont constamment dans le gymnase avec du bruit, puis je trouve que ta comparaison est bonne, tu sais, ton expérience est intéressante parce que juste avant, Dr Gagnon, il parlait que des fois dans le bureau, on voit les clients, tu sais, on voit la contraction au niveau du cou et tout parce qu'ils ont un mauvais support respiratoire. Puis là, tu dis que quand tu es dans un gymnase, tu dois te projeter plus, tu es plus fatigué. Ben c'est ça, c'est parce que tu as probablement des bonnes capacités, donc tu travailles avec l'ensemble de ton corps. Donc la fatigue est répartie. Tu viens chercher l'ensemble de tes muscles. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a pas ces adaptations-là, ces capacités-là, ben cette fatigue-là va se centraliser, va se concentrer vraiment dans la sphère laryngée là, et la sphère stabilisatrice au niveau. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant que tu aies vécu l'expérience de dire déjà, dans l'enseignement, il y a cette variabilité-là aussi. Tu sais, Ingrid, tantôt, elle parlait de 5 kilomètres, mais je pense qu'il y a certains types d'enseignants, tu sais, comme, par exemple, quand ils sont avec les plus petits, hein, tu sais. Ils répètent beaucoup. Oui, c'est ça. Ouais. Puis il y a beaucoup d'études sur les enseignants, mais je suis certaine qu'on irait faire des études avec les éducatrices en service de garde qui sont toujours en intervention, sont peut-être moins en projection, mais sont toujours en intervention, sont dans des milieux extrêmement bruyants aussi. Donc, tu sais, je suis certaine que l'utilisation pour ces personnes-là aussi, tu sais, ça serait intéressant d'être quantifié, mais à l'intérieur du métier d'enseignant, il y a cette variabilité-là et là, il y a cette augmentation de demande, tu sais, vocale. Elle est grande, on est enseignant, déjà de base, c'est difficile, mais on ajoute quand on devient enseignant, je pense, dans les bas niveaux, là. Ingrid, je me trompe pas, hein? Non, tu te trompes vraiment pas. Et donc, c'est vraiment les niveaux plus bas de l'enseignement. Avec les plus jeunes, on va voir plus de troubles de la voix. Et chez les enseignantes, et je mets au féminin parce que c'est chez les enseignantes femmes en éducation physique, on va aussi trouver plus de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? On est dans des milieux plus bruyants ou dans des grands espaces où il faut projeter la voix. Donc, il y a besoin de plus de voix, tout simplement pour réaliser le métier. Puis on va revenir là-dessus sur ces environnements spéciaux dans l'enseignement et dans un autre épisode.
aussi quoi faire exactement, on va l'aborder vraiment plus en profondeur dans d'autres épisodes. Ici, je voulais vous faire écouter aussi des enseignants qui n'ont pas juste vécu de la fatigue vocale et de la fatigue musculaire, mais tu parlais d'usure, Krishna, et puis au fur et à mesure, on peut aussi développer des lésions. Donc, c'est quoi comme type de lésion qu'on peut avoir sur les plis vocaux? Je vous propose qu'on écoute une enseignante qui va nous parler de quelque chose aussi étrange qu'un polype sur les plis vocaux. Un polype, c'est une blessure qui s'est faite, je sais pas comment, je sais pas quand, sur la corde vocale. Puis c'est comme une cicatrisation qui s'est mal faite. De ce que le médecin m'expliquait, moi, c'est un peu particulier. C'est pas juste une bosse. Oui, il y a une bosse. Les cordes vocales, quand ils se collent, la bosse était comme entre les cordes vocales ici, ce qui fait qu'il y avait tout le temps une fuite d'air entre mes cordes vocales, ce qui fait que, même encore, je l'entends, là, la fuite d'air dans ma voix, là, ils m'ont tout expliqué ça, mais j'ai de la misère à le corriger. Puis le fait que j'avais une petite bosse, mais il m'expliquait que c'était aussi, c'était comme pas gluant, mais il y avait comme quelque chose sur toute ma corde vocale qui a été obligé de nettoyer. J'ai eu une infiltration de la cortisone, voir si ça aidait, ça n'a pas aidé. Puis ils m'ont dit, rendu là, faut que tu sais, on peut pas aller plus loin tant que t'as pas fait les étapes de faire l'orthophonie à temps plein, là. Pour, tu sais, il y a un bout que c'est des mauvais plis que j'ai dans la voix, là. Mais tout ça a commencé probablement par une blessure quand j'étais plus jeune, qui a jamais été décelée puis qui a empiré jusqu'à se ramener un pas. Ils m'ont parlé d'un nodule. Le premier ORL que j'ai vu m'a parlé d'un nodule. Puis le spécialiste à l'hôpital m'a parlé d'un polype, qui est plus gros, qui est plus dérangeant, disons, qu'un nodule. Mais dans les premières années, j'en ai pas eu. Puis là, à un moment donné, on a eu un cirque à mon école qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de stress. Puis quand on est arrivé, tu sais, je parlais tout le temps, toute la journée. J'avais toujours des élèves en présence. Fait que j'étais toujours en train de parler. Puis j'ai eu une extinction de voix, mais presque complète. J'avais presque plus de son qui sortait. Puis l'année d'après, c'est arrivé 3-4 fois dans l'année que j'ai eu, sans une extinction de voix, comme une perte de voix, si on veut. Là, j'étais capable de parler, mais moins fort. J'avais pas de volume dans ma voix. Puis après ça, à chaque année, j'avais des bouts où j'avais de la difficulté. Puis à un moment donné, ça commençait à être plus persistant. Je le vivais fréquemment. J'étais un petit peu plus fragile. Puis juste avant la COVID, j'ai commencé à me poser des questions un peu plus majeures parce que là, j'avais mal au point que j'étais plus capable de lire des histoires à ma fille le soir. Fait que là, j'avais commencé mon médecin m'avait référé à un ORL. L'ORL avait dit que j'avais un polype sur une corde vocale. Et là, la COVID avec les masques, tout a empiré, tout a été pire, tout a été plus difficile, tu sais, c'est plus sec. Fait qu'il fallait que je force beaucoup plus ma voix. Là, j'ai complètement perdu. J'étais pas capable de travailler plus que 2 jours de suite. C'est plus dramatique pour cette situation-ci. Là, on voit vraiment l'évolution, là, que c'était espacé, puis que là, finalement, c'est devenu plus récurrent, puis la persistance, comme elle disait, là, c'était plus élevé. Hein. Mm-hmm. Puis elle a beaucoup utilisé le mot empirer, hein. Il y a eu comme des phases, hein. Tu sais, elle disait c'est une blessure plus jeune qui a empiré. Puis là, après ça, elle parle que là, il y a eu ça a continué, ça a poursuivi. Là, il y a eu la COVID, ça a empiré. Fait tu sais, on voit que c'est parti d'une petite graine, hein, puis ça l'a grandi, là, ce problème-là. C'est vraiment touchant comme témoignage. Ben moi, ce qui me touche aussi, c'est que c'est venu, c'était du côté professionnel, mais c'est que finalement, ça finit par toucher le côté personnel aussi, là, de pas pouvoir lire des histoires à sa fille. C'est sûr que ça a des répercussions sur notre autre vie. On n'est pas juste enseignante dans la vie. Mais c'est souvent, Krishna, par expérience, là, c'est une plainte fréquente, en fait. Je me le fais souvent dire. J'arrive le soir, puis je suis plus capable de lire des histoires à mes enfants. Puis c'est assez frappant pour des enseignantes. Souvent, je vais mettre le E aussi ici, là, mais je trouve que c'est assez frappant pour les enseignantes parce que souvent, tu sais, ils sont attachés justement à ce moment-là de par leur rôle de maman, mais aussi par leur rôle de professeur, d'enseignante à la base. Fait que, tu sais, ils aiment ça, ce moment-là, puis oups, c'est un moment qu'ils perdent avec leur enfant, un moment de qualité qu'ils perdent justement à cause de l'effet du problème qui empire là puis qui prend de plus en plus de place. Fait que oui, c'est une plainte qui revient pour ma part là très fréquemment. Là.
Moi, je confirme, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup vécu et de par les témoignages que je continue à avoir avec ces personnes, ça a un impact sur la vie personnelle avec les enfants, mais aussi avec la partenaire de la personne. On va dire, ben là, on va pas passer la soirée à discuter parce que j'en peux juste plus. Donc ça a un impact sur les liens personnels des gens. Toi, Krishna, quand tu as eu tes problèmes de voix, est-ce que tu as vécu juste un impact professionnel et puis that's it, c'est ça, et t'as vécu avec ça, ou est-ce que ça t'a impacté émotionnellement aussi? Ben, je me souviens, la première fois que ça m'est arrivé, je savais pas que c'était possible que ça m'arrive. Puis je me souviens d'avoir essayé d'appeler ma mère. C'était vraiment pathétique, là. J'étais au téléphone, puis je chuchotais, j'essayais, mais elle m'entendait à peine, là. Mais j'avais trouvé ça difficile, puis là, je pleurais parce que je comprenais pas pourquoi j'arrivais plus à parler, puis combien de temps ça allait durer, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je me sentais un peu démunie face à cette situation-là, puis c'est tellement important de pouvoir parler aux gens, les gens qui sont avec nous dans notre entourage. À l'époque, là, j'habitais toute seule, mais c'est ça, de pas pouvoir parler à ma mère cette soirée-là, je sais que ça m'avait vraiment attristée. Je vous propose qu'on écoute le docteur Gagnon quand il nous explique c'est quoi des polypes. Ça vous tente? Oui. Enters Dr Gagnon. Les polypes est une autre lésion causée par des phonotraumatismes, mais habituellement, ceux-là vont être beaucoup plus des abus vocaux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va faire, soit en faisant de la discipline dans la cour d'école ou dans la classe, un moment donné, va parler très fort et va créer comme une ampoule sur une corde vocale. Il y a du liquide qui va s'accumuler sur une portion de la corde vocale et qui va faire en sorte que, justement, le mouvement harmonieux de vibration des cordes vocales va être empêché par cette espèce de grelot qui s'est mis sur la corde vocale. Même mes collègues ORL, souvent, vont me référer des lésions pour un nodule. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'habituellement, les nodules viennent en paire, ils viennent rarement seuls. Fait que déjà, quand je vois quelqu'un qui me réfère quelqu'un pour un nodule, même si c'est un ORL, je me questionne grandement sur ou bien il a manqué l'autre, ou bien c'est pas du tout un nodule auquel on a affaire. Donc, nodules, polypes sont les lésions les plus fréquentes lorsque l'on parle de lésions. Cependant, le problème le plus fréquent n'est pas celui-là. Et le problème le plus fréquent auquel il fait allusion, c'est les dysphonies de tension musculaire, donc les problèmes reliés aux tensions musculaires, comme on a commencé à parler dans l'épisode. Mais là, il nomme autre chose, il nomme des nodules. Nous, on n'a pas encore parlé de nodules, et ça, c'est drôle parce que c'est quand même ce dont on entend le plus parler quand les gens pensent aux troubles de la voix. Toi, Krishna, tu reconnais les nodules? T'en as déjà entendu parler? Ben, j'ai déjà entendu le nom, mais j'ai pas personne de mon entourage là, qui a vécu ce trouble-là. Mais moi, j'ai une anecdote à propos des nodules parce que cette semaine, dans mon bureau, j'ai rencontré un client qui faisait toute autre profession que être enseignant. Et il m'a dit, au début, pour moi, c'était pas clair qu'est-ce que c'était des nodules. Fait que j'ai demandé à mon ami. Lui, il est enseignant. Il le savait. Là, j'ai trouvé ça tellement drôle parce que je me suis dit, OK, cette personne-là qui est vraiment pas dans le métier, tu sais, comme, est allée vers un enseignant en se disant, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est associé ensemble. Oui, enseignant nodule. Oui, c'est ça. On dirait que c'est comme une association de mots les gens ont fait, ou en tout cas, fait que je trouvais ça drôle que de lui, pour mieux comprendre son problématique, il s'était tourné vers un ami qui avait jamais eu de nodule, là, mais il était juste enseignant. Mais moi, c'est presque étonnant que tu n'aies pas autour de toi, Krishna, quelqu'un qui aurait eu des nodules. C'est la pathologie vocale la plus fréquente de manière générale, je dirais. Et puis chez les personnes des milieux de l'enseignement, vraiment quand il y a une lésion vraiment sur les plis vocaux, ça va souvent être des nodules. Et on a le témoignage d'une personne qui a eu des nodules, et je vous propose qu'on l'écoute, et puis Anne-Marie, tu vas entendre comment cette personne décrit sa compréhension de sa pathologie, ou en tout cas son souvenir de ce qu'on a vu sur ses plis vocaux, puis on pourra un peu démystifier justement cet aspect-là. Je crois que ça va être intéressant. Premières années de mon travail, au mois de septembre, quand j'ai commencé à enseigner, j'essayais de prolonger le temps là avant que je perde la voix.
Des fois, je la perdais au mois de février, des fois, je la perdais au mois d'avril. Mais une fois qu'elle était perdue, elle était très difficile à récupérer. Je la récupérais pas avant les vacances d'été. Fait que là, à ce moment-là, j'avais toujours des problèmes de voix. Je m'étouffais quand je parlais. Alors, je parlais comme ça avec mes élèves ou des choses comme ça. Puis, c'est là que c'est ça. C'est là que j'ai commencé à dire il y a un problème avec la voix, c'est sûr. Fallait jamais que je hausse le ton. Si je haussais le ton, c'est sûr certain que je perdais la voix. Là. C'est des cris ou que de l'encouragement à l'extérieur ou ça pouvait arriver avec mes enfants aussi. Là, je criais à mes enfants dehors. Là, j'avais senti que ça avait brisé mes cordes vocales. J'avais passé, il y a une couple d'années, j'avais passé des tests avec une caméra là, dans les cordes vocales, puis c'était plein de nodules. On était au mois de mai, j'avais pas de voix. Ça fait une vingtaine, 15 à 20 ans de ça. Et l'ORL, la dame qui s'en occupait, là, qui m'avait passé ça, elle dit normalement on t'opérerait. Étant donné que je sais que tu enseignes puis que tu t'en viens en vacances d'été, là, dans une semaine ou deux, on va laisser passer ça. Puis si ça récupère pas, on va être obligé d'aller enlever des nodules. Mais finalement, l'été réparait beaucoup. À ce moment-là, j'ai appris à parler beaucoup plus bas tout le temps dans mon enseignement. Parler vraiment doucement. Presque chuchoter mes consignes aux élèves. Là. Tu sais, là, j'ai appris à travailler autrement. Retour de l'orthophoniste. Il y a plein de nodules. Mais c'est drôle parce que Dr Gagnon, tout à l'heure, il disait que les nodules venaient en paire, hein? C'est ça. Donc, les nodules viennent en paire. On peut pas avoir plein de nodules. Si on a plein de nodules, c'est qu'on a probablement d'autres choses. Soit ça, et sinon, je me dis aussi, ça nous montre aussi comment c'est abstrait, la voix, les troubles de la voix, parce qu'on peut pas les voir. Souvent, nos patients, ils vont pas voir... je dis nos patients, moi je pense à mes anciens patients puisque j'en ai pas pour le moment, mais les patients vont pas voir leurs propres plis vocaux souvent, donc vont pas se rendre compte de ce que c'est. Donc on a le souvenir après. Ici la personne, ça fait assez longtemps qu'elle a vécu ce diagnostic-là, et je me dis que le plein, ça peut aussi être sa perception comme de la grosseur du problème qu'elle vivait à l'époque, et que ça doit correspondre à plein de choses sur les plis vocaux. Alors qu'en fait, les nodules, c'est tellement tout petit. C'est 2 petites bosses, c'est ça vient en paire, un sur chaque pli vocaux, c'est tout petit, mais ça peut causer plein de problèmes, en fait. Ben, dans le fond, moi, les plein de problèmes, c'est pas mal de ça. J'ai entendu parler là, de mes collègues plutôt que des nodules en soi, parce que je me pose la question, est-ce que mes collègues se sont fait rencontrer par quelqu'un? Est-ce qu'ils ont investigué davantage ou ils se sont juste dit, ça va passer du repos puis ça va être correct? Donc, peut-être le fait de ne pas avoir entendu parler là, de nodules auparavant dans mon entourage immédiat, je pense que c'est peut-être relié à ça. C'est ça, et là, tu parles de ce qu'on va aborder dans le prochain épisode. Qu'est-ce qu'on fait comme démarche si on pense que on a un trouble de la voix, ou si on se questionne sur son utilisation vocale, si on commence à se dire, est-ce que les petits problèmes que je vis avec ma voix ou les gros problèmes que je vis avec ma voix, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour ça? Est-ce que c'est normal que je vive ça? Et qu'est-ce qu'on fait? Vers qui est-ce qu'on se tourne? Qui est-ce qu'on va voir? C'est de ça qu'on va parler l'épisode prochain. Ça va être intéressant parce que je pense que c'est du concret qu'on a besoin là, comme enseignante. Alors moi, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, Krishna. À bientôt, Anne-Marie. À bientôt, Ingrid. Bye. Vous venez d'écouter le 2e épisode du balado voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdock en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. L'épisode de cette semaine portait principalement sur les différents troubles de la voix. Lors de l'épisode de la semaine prochaine, les animatrices discuteront des démarches à entreprendre lorsqu'on soupçonne un inconfort vocal. Nous avons le plaisir de vous annoncer également que le balado voix est offert sous forme de formation continue. Vous trouverez les détails à ce sujet dans la barre de description. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Bye bye!